Bonjour, je suis Philippe Fabry, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. Nous commençons comme d'habitude avec le Proche-Moyen-Orient. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan multiplie les effets d'annonce à l'approche de l'élection présidentielle qui est maintenant dans 3 semaines. Cette fois, le président turc a décidé de payer les factures de gaz de ses concitoyens lors des 12 prochains mois. Erdogan prétend s'appuyer sur un gisement découvert il y a peu dans les eaux turques en mer Noire et qui a commencé à alimenter le réseau ce jeudi 20 avril. Sa promesse concerne un volume de 25 mètres cubes par ménage et par mois. Donc c'est le genre d'annonce qu'Erdogan va multiplier vraisemblablement pour essayer d'obtenir sa réélection. Donc je rappelle qu'elle est mal engagée pour un certain nombre de raisons, en particulier les difficultés économiques, mais je reste persuadé qu'il va déployer toute son habileté politique pour arriver à se maintenir au pouvoir. Encore une fois, je ne vois pas Erdogan partir sur une élection perdue. Je peux me tromper, mais ça me surprendrait énormément. Iran-Israël. Les forces israéliennes se remettent à redouter à brève échéance une guerre contre l'Iran et le Hezbollah. Selon i24 News, la direction du renseignement militaire de l'armée israélienne a informé il y a une dizaine de jours qu'Israël était plus proche d'une guerre que d'un retour au calme. Nous devons nous préparer à la guerre, il se pourrait que nous soyons contraints de frapper l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire, a déclaré à la radio israélienne l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Yaakov Amidror. Si cela ne tenait qu'à moi, l'Iran n'aurait pas d'armes nucléaires, a par ailleurs déclaré Benjamin Netanyahou lors d'une interview. Nous ne laisserons pas les ayatollahs stopper l'histoire juive, nous ferons tout ce qu'il faut pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Nous ferons tout ce que nous devons faire avec ou sans aide. L'appareil sécuritaire israélien a compris que l'État juif est confronté à une nouvelle ère, d'après le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, qui a déclaré ça le jeudi 20 avril. Une nouvelle ère dans laquelle il peut y avoir une menace réelle pour tous les secteurs venant de toutes les directions en même temps. Donc la crainte qui apparaît, c'est désormais celle d'une attaque sur plusieurs fronts contre Israël. Selon le ministre israélien de la Défense, l'Iran représente la force motrice de cette convergence des arènes, car elle transfère les ressources, une idéologie et des connaissances et une formation à ses mandataires dans toute la région. Israël, a-t-il indiqué encore, est à la fois menacé par les gardiens de la révolution iranienne, les rebelles houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, les milices pro-iraniennes en Syrie, le Hezbollah au Liban, les groupes terroristes armés à Gaza et les Israélo-Arabes vivant dans l'État hébreu. Ce qui en soi, me semble-t-il, est une remarque assez dangereuse d'accuser la population arabe israélienne d'être elle-même plus ou moins pilotée par l'Iran. C'est dans ce contexte tendu que cette semaine, Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran déchu en 1979, qui vit en exil aux États-Unis depuis 43 ans, a annoncé dans un communiqué qu'il avait publié sur Twitter qu'il se rendait en Israël le lundi 17 avril. L'objectif de sa visite était de renouer les liens entre les deux pays, de transmettre un message de paix et d'amitié au peuple iranien, et de participer aux commémorations de l'Holocauste. Reza Pahlavi souhaite également être considéré comme un porte-parole légitime de la partie du mouvement de protestation en cours en Iran depuis septembre 2022. Cette visite intervient à un moment où Israël multiplie les actions pour contrer le programme nucléaire iranien et a notamment récemment mené des attaques en Syrie et au Liban. C'est une indication intéressante pour l'après-guerre. Est-ce qu'Israël espère pouvoir remettre un Pahlavi sur le trône des Shahs de Perse une fois que le régime des Mollahs sera tombé? C'est une bonne question. En tout cas, l'Iran toujours poursuit son offensive diplomatique tous azimuts. Après le spectaculaire rapprochement avec l'Arabie Saoudite, le momentum est clairement iranien. Il cherche désormais à se rapprocher aussi de la Jordanie, qui est un mouvement naturellement menaçant pour Israël, qui en est limitrophe. Jeudi soir, 20 avril, les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie et de l'Iran ont eu une discussion et sont tombés d'accord pour se rencontrer dès que possible, afin de discuter des relations bilatérales entre leurs pays. Cette discussion intervient dans un contexte de changement politique dans la région, tel que notamment le retour de la Syrie aussi dans le monde arabe, qui a fait suite au rapprochement entre Téhéran et Riyad. On suppose, côté américain, que l'Arabie Saoudite aurait poussé la Jordanie
à renégocier et gérer sa crise diplomatique avec l'Iran, probablement à l'initiative de Ben Salman. Donc l'Arabie Saoudite finalement agit comme une sorte de domino qui ferait tomber les autres à nouveau, et donc clairement ça apparaît de plus en plus, je le dis à chaque fois, mais comme une victoire iranienne plus qu'autre chose. En Afrique, anecdotique et amusant, en Égypte, un avocat égyptien a intenté une action en justice contre Netflix en demandant sa fermeture après la diffusion de la bande-annonce du prochain film Queen Cléopatra. Vous savez, ce film documentaire qui fait également du bruit en Europe. Dans ce film, la figure historique est représentée sous les traits d'une femme à la peau noire, ce qui a suscité une controverse en Égypte, figurez-vous, parce qu'on en parle beaucoup chez nous, de l'agitation que ça peut faire. On dit mais Cléopâtre était pas noire, c'était une lagide, donc c'était une grecque, etc. Et donc forcément il y a des gens qui disent que c'est une inquiétude d'Européens blancs racistes, mais en Égypte c'est encore pire. En fait, ça soulève beaucoup plus d'énervement. Donc l'avocat en question affirme que cette représentation est historiquement inexacte et offensante pour le peuple égyptien. Selon Egypt Independent, Mahmoud El Semari, qui est l'avocat, a saisi le procureur général pour lui demander que toutes les mesures légales soient prises à l'encontre des responsables du documentaire et de la direction de la plateforme de streaming pour leur participation à ce crime. La plainte déposée contre la plateforme souligne que la plupart des contenus affichés par Netflix contredisent les valeurs et les principes islamiques et sociétaux, en particulier les valeurs égyptiennes. Elle affirme également que le documentaire promeut l'afrocentrisme qui vise à effacer et déformer l'identité égyptienne. C'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que l'afrocentrisme effectivement s'empare de l'idée de l'Égypte comme mère de toutes les civilisations pour dire que, justement pour s'opposer notamment à l'Occident et aux populations européennes blanches, et inversement, eux les Égyptiens ont l'impression d'être volés par le reste de l'Afrique de leur propre identité. Donc c'est en ça que c'est un peu amusant. La plainte demande au ministère public de prendre les mesures nécessaires pour préserver l'identité nationale et culturelle égyptienne parmi les Égyptiens du monde entier. Donc, je pensais qu'il fallait souligner ça parce que c'est également un élément de géopolitique, de soft power. Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord, notamment dans cet espace extérieur. Le wokisme en Occident déplaît parce qu'il donne l'impression finalement que la question c'est entre blanc ou noir, et que finalement l'identité des gens qui sont au milieu, qui sont les vrais Égyptiens, est en fait la véritable victime de tout ça. Moins anecdotique et moins drôle à propos de l'Égypte, vendredi dernier, l'agence de notation Standard & Poor's a annoncé avoir révisé la perspective de la note de la dette égyptienne, passant de stable à négative, en raison des importants besoins de financement externe que les finances publiques devront combler. Bien que la note reste actuellement à BB, elle pourrait être revue dans les 12 prochains mois. Standard & Poor's justifie cette nouvelle perspective par les besoins de financement du gouvernement égyptien pour 2023 et 2024, estimés respectivement à 17 milliards de dollars et 20 milliards de dollars. L'agence précise que 40% des revenus collectés sont alloués par le gouvernement égyptien au paiement de l'intérêt de sa dette. Donc le pays est pratiquement en train de tomber dans une trappe à dette. La majorité de ces paiements concernant donc le service de la dette domestique plutôt que les obligations internationales. Pour répondre aux demandes du FMI, l'Égypte a entrepris une série de réformes, dont la privatisation d'entreprises publiques ou appartenant à l'armée, qui était un acteur économique important depuis la dictature militaire de Nasser. Ça fait plus de 60 ans maintenant. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi en 2013, la dette extérieure égyptienne est passée de 46,5 milliards de dollars à 143,2 milliards de dollars en 2021. Donc elle a plus que triplé. Et cela en grande partie en raison des grands travaux tels que la création d'une nouvelle capitale à l'est du Caire. Bien que l'Égypte ait bénéficié du soutien financier de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis depuis 2013, puisqu'ils étaient ennemis des frères musulmans, notamment de Mohamed Morsi, et donc comme Sisi l'a renversé, ils l'ont soutenu, parce qu'ils veulent éviter que le pays retombe aux mains des frères musulmans. Néanmoins, ces derniers poussent désormais en faveur de demandes de réforme formulées par le FMI. Le FMI, justement, prévoit une croissance de 3,7% pour 2023 contre 6,6% en 2022. Alors ça reste des chiffres de croissance qui semblent appréciables, mais il y a une inflation qui devrait atteindre 21,6% en rythme annualisé, alors qu'elle était à 8,7%
5% en 2022, ce qui en fait revient à des récessions, hein, puisque l'inflation est considérablement plus importante que la croissance. Ajoutez à ça les problèmes régionaux auxquels fait face l'Égypte, le Soudan en particulier. Au Soudan, la situation a très nettement empiré depuis les prémices sur lesquelles je vous avais laissé lors du bulletin de la semaine dernière, et le pays a carrément basculé dans la guerre civile entre les forces de l'armée, dirigées par Abdel Fattah al-Burhan, qui a des relations d'affaires avec les généraux égyptiens, et les forces de soutien rapide, qui sont proches de la milice russe Wagner notamment, qui sont sous le commandement de Mohamed Hamdan Daglo. Le 15 avril, des affrontements violents ont éclaté entre les deux factions, ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Bien que l'armée ait annoncé un cessez-le-feu de 3 jours pour la fête de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, les deux camps ont continué de se battre, malgré les appels de Daglo à une trêve humanitaire, donc le chef de la milice RSF, et à la protection des travailleurs humanitaires lors d'une discussion avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Depuis vendredi 21 avril, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont déployé des forces dans les pays voisins pour évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants, tandis que l'Union européenne envisage des mesures similaires et à ce moment où je parle, l'évacuation des citoyens français notamment a commencé. L'armée soudanaise a annoncé des opérations d'évacuation imminentes et les diplomates saoudiens et jordaniens ont déjà quitté le pays. Les forces de soutien rapide de Daglo ont déclaré être prêtes à ouvrir tous les aéroports du Soudan pour faciliter ces évacuations, bien que le contrôle effectif des aéroports soit difficile à déterminer en raison de la bataille de communication en cours entre les deux camps. Les deux généraux qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État de 2021 sont donc maintenant engagés dans une lutte acharnée. Ils n'ont pas réussi à s'entendre sur l'intégration des paramilitaires du général Daglo dans les troupes régulières du général Burhan, malgré des semaines de négociations politiques sous l'égide internationale. Les forces de soutien rapide du général Daglo, qui ont été créées en 2013, sont composées de milliers d'anciens Janjaweed, c'est-à-dire des miliciens arabes, recrutés par l'ex-dictateur Omar al-Bashir pour combattre les minorités ethniques du Darfour. Selon des sources de CNN, le groupe paramilitaire russe Wagner aurait fourni des missiles aux troupes du général Daglo. Des images satellites ont montré qu'un avion de transport russe avait fait plusieurs allers-retours entre deux bases en Libye voisine, utilisées par le groupe Wagner, peu de temps avant le début du conflit au Soudan. Le 22 avril, les combats ont entamé leur deuxième semaine, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés, notamment dans la région pauvre du Darfour. La situation est catastrophique, selon un médecin de Médecins sans frontières, et les analystes craignent que les pays de la région ne soient entraînés dans le conflit. Des mesures urgentes sont nécessaires pour éviter que le conflit ne dégénère en guerre civile, a averti l'International Crisis Group. Au-delà de la guerre civile, en effet, c'est un conflit régional qui menace, puisque chacun des deux camps possède des liens et des protections régionales. L'analyse de Fatih El-Fadl, porte-parole du Parti communiste soudanais, qui a été relayée par l'Humanité, me paraît intéressante. Il indique que, je le cite, « Les combats qui ont lieu à Merowe, ou Merowe, je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Merowe, avec un W, par exemple, éclaircissent les choses. Les Égyptiens sont venus là et ont stationné une partie de leurs forces aériennes pour effectuer des manœuvres avec l'aviation soudanaise. Le but est de menacer la construction du barrage sur le Nil, qu'on appelle le Grand Barrage de la Renaissance, construit par l'Éthiopie. » Là-dessus, je vous renvoie au bulletin d'il y a 15 jours sur cette question du conflit à propos de ce barrage entre l'Égypte et l'Éthiopie, pour lesquels l'Égypte avait indiqué que toutes les options étaient encore sur la table pour empêcher la construction de ce barrage, dont elle estime qu'elle va menacer son approvisionnement en eau. Et donc notamment, on avait interprété ça comme le fait que l'option militaire elle-même était sur la table. Donc dans ce contexte, ça envoie un signal. Je cite encore. Les forces de soutien rapide, avec leur patron, Hemedti, sont arrivées et s'en sont pris aux troupes égyptiennes à Merowe. Que cela ait été planifié ou non, cela place de fait Hemedti dans le camp éthiopien. D'ailleurs, les forces de soutien rapide ont des intérêts et des projets avec l'Éthiopie. Si vous regardez bien ce qui se passe dans le pays actuellement, à Khartoum mais aussi ailleurs, Khartoum étant la capitale du Soudan, cela ressemble à une guerre par procuration entre l'Égypte et l'Éthiopie. Pour l'instant, elle est localisée. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, parce que ça renvoie à cette histoire du barrage dont je vous avais dit que ce serait à suivre. Il n'est pas impossible que le conflit au Soudan soit aussi une guerre par proxy. Est-ce que c'est ça qui est déterminant dans son déclenchement ou pas? Je ne saurais vous le dire à ce moment-là, mais c'est quand même intéressant. Il faut rappeler, pour bien fixer les idées,
que l'Égypte et l'Éthiopie sont respectivement les deuxièmes et troisièmes pays les plus peuplés d'Afrique, avec 109 millions d'habitants pour l'Égypte et 111 millions d'habitants pour l'Éthiopie, donc des pays à peu près peuplés pareil. L'Égypte a un PIB qui est 4 fois plus élevé que celui de l'Éthiopie, 400 milliards de dollars à peu près contre 111 milliards de dollars annuels. Et le Soudan, quant à lui, c'est pays coincé entre les deux, est d'une catégorie inférieure avec 43 millions d'habitants et un PIB de 34 milliards de dollars. Et donc, naturellement, il peut devenir un enjeu d'influence entre ces deux pôles régionaux que sont en Afrique du Nord-Est, l'Égypte et l'Éthiopie. Donc affaire à suivre, si le conflit s'envenime encore, il pourrait effectivement basculer totalement et devenir ce recours à la force que l'Égypte envisageait pour empêcher l'Éthiopie de faire progresser ses projets de barrage. Quittons l'Afrique et partons en Amérique latine. Brésil, Lula, après avoir essuyé des critiques américaines parce qu'il s'est fait l'écho de la propagande russe et chinoise, j'en ai parlé la semaine dernière, eh bien le président brésilien a clairement condamné la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'occasion d'un déjeuner en l'honneur du président roumain Klaus Iohannis. Il a indiqué « Mon gouvernement défend une solution politique négociée du conflit ». Cependant qu'au Venezuela, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est actuellement en tournée en Amérique latine, enfin qu'il était cette semaine, a appelé donc mardi 18 avril à une union pour contrer le chantage occidental. Il a indiqué « Il est nécessaire d'unir nos forces pour contrer les tentatives de chantage et les pressions unilatérales illégales de l'Occident ». Il a affirmé cela lors d'une conférence de presse avec son homologue vénézuélien Ivan Gil et évoqué encore une fois l'idée d'un monde multipolaire. Glissons entre l'Amérique latine et l'Europe, en passant par l'océan Atlantique, avec une actualité qui démontre la puissance des réseaux narcotrafiquants. Ils ont des sous-marins. La BBC a publié cette semaine un article aussi fascinant, je vais vous mettre la photo, aussi fascinant qu'effrayant, montrant un sous-marin saisi par la justice espagnole. Il mesure 20 mètres de long et est construit en fibre de verre. Le mois dernier, un autre sous-marin a été découvert au large des côtes espagnoles, toujours dans la région de Galice, donc au nord-ouest de l'Espagne. On pense que des centaines de sous-marins artisanaux ont été lancés vers l'Europe depuis l'Amérique du Sud, puisque l'Europe est le plus grand marché de cocaïne, pour la cocaïne, après les États-Unis, et elle se développe rapidement après la crise pandémique du Covid. On dit même qu'au milieu de l'Atlantique, autour des îles Canaries et des Açores, il y aurait un cimetière de masse de sous-marins à cocaïne qui aurait été délibérément coulés après le déchargement réussi de leur cargaison. Chaque mission secrète aurait été un énorme triomphe pour les équipes de mécaniciens qui construiraient tranquillement leurs vaisseaux dans les profondeurs de la jungle sud-américaine, principalement en Guyane et au Suriname. C'est fascinant, on voit des images des bases de méchants de James Bond, narcotrafiquants qui fabriquent leurs sous-marins à la chaîne, sous-marins de poche, pour transporter ensuite depuis là-bas, à travers l'Atlantique, jusqu'au port d'Anvers. Je vais y revenir tout de suite. Antonio Martinez Duarte, commissaire en chef de la brigade narco de la police nationale espagnole, a indiqué « Depuis plus de 20 ans, les trafiquants utilisent des sous-marins pour atteindre l'Afrique et l'Europe, mais ces deux-là sont les premiers que nous ayons saisis. Ils sont très difficiles à détecter, admet-il. » Selon certaines estimations, seuls 10% de la cocaïne arrivant jusqu'au port d'Anvers, donc aux Pays-Bas, sont interceptés. Le reste va aux Pays-Bas donc pour être distribué aux quatre coins de l'Europe, y compris au Royaume-Uni. À 150 millions la cargaison, on imagine la quantité d'argent et la puissance surtout qui devient celle des narcotrafiquants. De quoi finir par se trouver avec des Pablo Escobar en Europe, avec tout ce que ça peut impliquer comme capacité de corruption et de terrorisme. En janvier, une fillette de 11 ans a été tuée dans une fusillade entre gangs liés au trafic de cocaïne dans les rues d'Anvers précisément. Le ministre belge de la Justice, Vincent van Quickenborne, vit dans une maison sécurisée depuis un an, après que la police a découvert un complot supposé de criminels néerlandais pour l'enlever. Une voiture contenant des armes à feu a été découverte devant sa maison. Donc ça a fait grand bruit parce que le fait d'avoir des membres de gouvernement
dans des pays où le gouvernement est censé être très puissant, comme l'Europe, voir des membres du gouvernement directement, et donc même pas des magistrats subalternes, etc., mais des membres du gouvernement, un ministre à la justice d'un grand pays européen, pouvoir être menacés d'enlèvement par des criminels narcotrafiquants, effectivement, ça renvoie à ce qu'on a pu voir depuis des décennies en Amérique latine, en Colombie, etc. Donc c'est extrêmement grave et extrêmement inquiétant. Pour l'un des plus grands juges d'instruction belges, Michel Claes, qui a répondu à la BBC lui aussi, l'industrie de la cocaïne est devenue incontrôlable. Il indique qu'avec leur richesse et leur influence, les gangs éclipsent désormais ceux qui cherchent à rendre justice, c'est-à-dire les magistrats et jusqu'au chef de la justice de leur pays. Il indique, je le cite, « Avec le blanchiment d'argent et la corruption, qui est désormais illimité en termes de sommes qui peuvent être offertes aux dockers, aux policiers et à d'autres personnes, comment voulez-vous que nous ayons un contrôle sur les organisations criminelles ? C'est fini, conclut-il. » Je trouvais ça assez glaçant comme témoignage, et c'est pour ça que, même si le côté sous-marin de poche, ça peut être amusant à constater, il faut voir que les sommes impliquées sont véritablement inquiétantes, et que c'est quelque chose qui pourrait prendre aussi de la mesure, dans le cadre des futurs troubles qui pourraient affecter l'Europe. Ça laisserait un espace pour ce genre de trafiquants extrêmement important, et il pourrait devenir extrêmement nuisible. Je dis pas qu'on aura des narco-États en Europe, mais ça va compliquer la tâche des États européens. En Europe, cette fois on y reste en Europe, selon Le Monde, la France a refusé de fournir à l'Ukraine une cartographie numérique de la Biélorussie qui lui permettrait de mener des opérations contre le territoire biélorusse. Paris soutient Kiev quand il s'agit de défendre son territoire, mais refuse de participer à des opérations sur un autre sol étranger. Les échos qu'on a eus des affaires étrangères françaises suggèrent que les Ukrainiens auraient en réalité demandé cela à d'autres pays avant de venir voir les Français, notamment sans doute les USA et les Britanniques, mais que personne n'a accepté de les aider là-dessus. Il faut dire que la situation est particulière puisque la Biélorussie n'est nominalement pas en guerre et qu'une frappe ukrainienne sur le territoire biélorusse, naturellement, serait considérée comme une agression susceptible d'étendre le conflit, d'autant plus que maintenant qu'il y a des armes nucléaires russes qui vont être stationnées, ça va être au mois de juillet, sur le territoire biélorusse, eh bien, ça pose un risque d'escalade encore supérieur. Europe encore, une bonne nouvelle économique pour essayer de faire passer la pilule de l'inflation qui augmente chaque jour le prix de nos courses. Grâce à l'inflation, l'Europe est en train de réduire son endettement. Eurostat a récemment publié des chiffres indiquant que les 27 ont accumulé une dette de plus de 13 000 milliards d'euros à la fin de l'année 2022, ce qui représente 84% du PIB de l'Union européenne. En ce qui concerne les 20 pays de la zone euro, la dette publique représente 91,6% de la richesse nationale totale. Bien que la dette reste supérieure à son niveau d'avant la crise sanitaire de 2019, les ratios d'endettement ont baissé de 4 points de PIB en un an pour les 20 pays ayant adopté la monnaie unique ainsi que pour l'ensemble des 27. Zsolt Darvas de l'Institut Bruegel souligne que cette baisse est plus rapide que la règle officielle de réduction d'un 20e par an à Bruxelles. La dette est également inférieure à celle atteinte en 2014 après la crise de la zone euro. En Asie, Japon, Corée du Nord, samedi 22 avril, le Japon a donné l'ordre à son armée de se préparer à intercepter un missile balistique nord-coréen, encore un, qui serait utilisé par Pyongyang pour mettre en orbite son premier satellite d'espionnage militaire. Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a émis une directive demandant aux troupes de mettre en place des mesures pour minimiser les dégâts en cas de chute du missile balistique, selon un communiqué du ministère japonais de la Défense. France-Singapour. Nous apprenons cette semaine que le 19 avril, le délégué général pour l'armement, Emmanuel Shiva, et son homologue singapourien, Chang En-ki, ont signé un arrangement technique visant à créer un laboratoire spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle de défense. On espère aussi en France profiter du haut niveau en mathématiques des Singapouriens, alors que la France, elle, dégringole dans les classements. Enfin, ça montre qu'il y a des partenariats qui sont faits pour avancer ces nouvelles questions de défense. Asie toujours, Inde, Russie. Les livraisons russes de fournitures militaires à l'Inde se sont arrêtées, alors que les pays s'efforcent de trouver un mécanisme de paiement qui ne viole pas les sanctions américaines, selon des responsables indiens. Au fait de la question, les paiements indiens pour des armes s'élevant à plus de 2 milliards de dollars sont bloqués depuis environ un an, depuis que la mise en place des sanctions, et la Russie a cessé de fournir des crédits pour un pipeline d'environ 10 milliards de dollars de pièces de rechange.
ainsi que 2 batteries de systèmes de défense antimissile. Un pipeline, c'est pas la construction d'un pipeline, en fait, c'est la fourniture régulière et continue de pièces de rechange, ainsi que 2 batteries de systèmes de défense antimissile S-400 qui n'ont pas encore été livrées. Et la Russie est le plus grand fournisseur indien d'armes, vous le savez, et ça paraît nécessaire et utile au gouvernement indien en raison des différents frontaliers qui existent entre le Pakistan et la Chine, même si les Indiens ont tendance à essayer de se diversifier récemment, notamment avec l'achat de Rafale sur des contrats importants à la France. L'Inde n'est pas en mesure de régler la facture en dollars américains en raison de préoccupations concernant les sanctions secondaires, parce que si elle règle en dollars américains, elle sera elle-même sous le coup de sanctions. Tandis que la Russie, elle, reste réticente à accepter les roupies en raison de la volatilité des taux de change. New Delhi ne veut pas non plus conclure l'accord en rouble russe en raison de préoccupations quant à la possibilité d'acheter suffisamment sur le marché libre à un taux équitable. Le gouvernement indien a proposé à Moscou d'utiliser les roupies des ventes d'armes pour investir dans la dette indienne et les marchés des capitaux afin d'éviter de stocker des roupies. Mais le gouvernement de Vladimir Poutine ne trouve pas cela attrayant. Alors, j'ai envie de rire en dédollarisation en lisant tout ça, parce que ça montre qu'après tout ce qu'on dit sur la confiance, la mise en place de nouveaux systèmes, etc., on s'aperçoit que entre deux États très importants des BRICS, ils n'arrivent pas à commercer entre eux en roupies et en roubles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance l'un dans la monnaie de l'autre, très clairement. Donc, ça met un petit peu du plomb dans l'aile dans l'idée que tous ces gens peuvent se payer autrement qu'en dollars. Apparemment, ils continuent à préférer se payer en dollars, mais ils peuvent pas parce qu'il y a des sanctions. Donc comme quoi les choses sont un petit peu plus compliquées que ce qu'on essaie d'en dire régulièrement. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, participera en mai à une conférence internationale en Inde, ce qui constituera la première visite officielle d'un haut diplomate pakistanais chez le voisin et grand rival depuis 2016. Première visite depuis 2016. En 2019, suite à la décision de New Delhi de révoquer le statut d'autonomie partielle du Jammu et Cachemire, je vous en ai reparlé régulièrement, territoire majoritairement musulman sous administration indienne, le Pakistan a interrompu ses relations diplomatiques et commerciales avec l'Inde. Vous vous souvenez que ça faisait suite également à des confrontations aériennes, notamment entre les deux pays. Ça était carrément au bord de la guerre. En 2018 et en 2019, il y avait eu cette réponse diplomatique de l'Inde et tout s'était bloqué. Les principaux diplomates des deux pays ont été rappelés à l'époque et le personnel consulaire a été expulsé. Donc le fait qu'il y ait à nouveau une visite officielle depuis 2016, ça dit quand même quelque chose. Je vous ai indiqué récemment à quel point l'état catastrophique dans lequel se trouvent les finances pakistanaises pousse, semble-t-il, les Pakistanais à essayer de trouver des solutions négociées avec l'Inde pour se détacher d'une partie du poids financier que représentent les empêchements qu'elle peut avoir dans ses relations économiques. A noter, toujours à propos de l'Inde, que le dépassement démographique de la Chine par l'Inde est officiellement acté cette année par l'ONU. Enfin, une actualité du week-end précédent que j'avais manqué et que je dois rattraper, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en escale à Hanoï avant une réunion au Japon des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, a rencontré le samedi 15 avril des dirigeants vietnamiens pour évoquer un partenariat stratégique. Objectif, tout mettre en œuvre pour contrer la montée en puissance de la Chine dans la région Indo-Pacifique, en renforçant sa ceinture d'alliés autour de la Chine et en formant une coalition pour dissuader les ambitions de Pékin à l'encontre de Taïwan. Blinken a annoncé, je cite, « Dans le cadre de notre partenariat bilatéral en matière de sécurité qui se développe, nous finalisons le transfert d'une 3e vedette des gardes-côtes américains au Vietnam qui viennent de compléter une flotte de 24 patrouilleurs et d'autres équipements, formations et installations opérationnelles que nous avons fournis depuis 2016. Tous ces efforts renforcent la capacité du Vietnam à contribuer à la paix et à la stabilité maritime en mer de Chine méridionale. » Donc c'est naturellement assez fascinant, toujours fascinant, même depuis toutes ces années je ne m'y fais pas, de voir les USA qui fournissent ainsi du matériel militaire au Vietnam qui est toujours nominalement communiste et qui a été le grand ennemi de jadis. Comme quoi l'histoire passe, l'eau coule sous les ponts et les situations change. Voilà pour ce bulletin géopolitique de la semaine. Si vous découvrez la chaîne en le consultant, eh bien n'hésitez pas à faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas autre chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à cliquer, liker, cliquer sur le bouton abonnement et cliquer sur la cloche. Laissez un petit commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans le bulletin. Vérifiez le commentaire épinglé au cas où j'ai effectivement oublié quelque chose, que je m'en sois rendu compte et que j'ai complété ça. Je vous retrouve pour d'autres formats dans la semaine et d'ici là, ne vous laissez pas faire.